France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, en pleine forme, c'est parti jusqu'à 19h donc pour le LGF avec aujourd'hui Amina Kalash. Salut Amina. Salut. Notre journaliste à nous, comment ça va? Ça va très bien et toi? Et notre plus grand commerçant qui arrive dans un instant, Hakim Ral aussi qui sera de la partie. Et puis puisqu'il est là on va le saluer. Salut Zébélus, comment ça va notre expert en immobilier? Ça va très bien monsieur Fro, et vous? Oui, on a été faire ensemble un beau petit truc tout à l'heure, on a été vous entendrez ça d'ailleurs dès la semaine prochaine. Faut garder la surprise, mais oui, c'était vraiment. On a été faire une belle rencontre génial. aujourd'hui. Enfin, moi j'ai kiffé. Voilà. Belle interview, Ouais. monsieur Fro comme d'habitude a assuré. Oui, des bonnes questions, hein, Jean-Marc. Hein. Très pertinente et. Faux cul. Non, c'est pas ce qu'il Bon, disait. les auditeurs, même quand je suis de passage, ils lancent les hostilités. Non, jamais. Bon, alors, un programme extrêmement chargé puisque vous le savez, on est à J-2 maintenant de la fin de cette campagne des législatives pour le premier tour du 11 juin prochain, donc dimanche prochain. Et recevra pas moins de 3 candidats aujourd'hui. On fera un petit tour par les Val-Fouré et Mantes-la-Jolie avec Majid Edeken qui avait sorti un film, un court-métrage qui s'appelle Ils l'ont fait. C'était l'initiative d'offrir à des jeunes de se lancer en politique, d'aller dire on va le faire. On vient de la citer, mais on peut se lancer en politique. Sauf qu'ils ont transformé la réalité, enfin je veux dire la fiction en réalité, et ils vont vraiment se présenter. C'est tout un groupe qui se présente à cette élection dans la 8e circonscription des Yvelines. Nous aurons donc cet invité. Puis nous ferons un petit tour par Marseille avec une investiture de la majorité parlementaire présidentielle qui se présente à Marseille. Et puis tout à l'heure aussi nous ferons un petit tour par une circonscription de Paris. Voilà un programme très chargé ma chère Amina, mon cher Jean-Marc, avec Hakim Ral qui nous rejoint dans un instant. Et puis bien entendu notre zapping qui va être assez court aujourd'hui. Et notre question du jour, vous la voulez? Allez c'est parti, la question du jour est la suivante. Pas moins de 130, maintenant une chiffre qui s'est même alourdi à 200 imams à Londres, ont refusé de faire la prière funéraire sur les terroristes. 3 assaillants qui ont donc été abattus, vous le savez, suite aux attentats de Londres du début de cette semaine. Eh bien, la question est toute simple. Qu'en pensez-vous? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2 et on en reparle évidemment ensemble avec vous. Connaissez cet artiste? Il est d'Orléans, s'appelle Ritza et le titre Mamma Mia sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Le grand forum, on est là, tranquille, installez vous aussi, jusque 19h. Le rendez-vous est pris. Alors tout va bien, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre en direct si vous le voulez. Il vient d'Orléans, il s'appelle Ritza et c'était Mamma Mia sur France Maghreb 2. 13e jour de Ramadan, j'espère que tout va bien pour vous et d'autant plus que la chaleur arrive, hein. Il va falloir être boire beaucoup la nuit, on en reparlera évidemment un petit peu plus long. Tiens, il faudrait qu'on ait Jean-Marc, notre docteur de Tunisie là, parce que c'était vachement intéressant autrefois. Ah oui, c'est un monsieur que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de passer de nombreuses heures avec lui. Il est très attachant et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Jeune Dubaï, il y a toujours eu depuis très longtemps des Chinois, des praticiens de médecine chinoise, des Chinois installés, des centres de médecine chinoise, et lui, il a continué dans cette tradition. En tous les cas, 13e jour de Ramadan, tout se passe bien, Mina, ça va? Ça va, super. Ouais, on s'habitue, ça y est, le corps il est habitué là. Exactement. Bon. Et on est content d'avoir pris le wagon. Parce qu'on se dirait, si on n'avait pas pris le wagon, ah dommage, c'est passé vite, on aurait dû le faire. Quoi. C'est clair. D'autant plus que demain on est à la moitié, hein, quasiment. Ouais, ça passe super vite. Donc oui, non, je le disais, il va faire chaud apparemment ce week-end, 32 dimanche à Paris. Oui, mais après il fait plus frais, donc. Après ça se rafraîchit, donc c'est juste dimanche. Bon, le temps d'aller voter quand même, hein, on sort dehors, parce que dimanche il faut aller voter. Est-ce qu'on peut comprendre, Jean-Marc, Amina, pourquoi il y a beaucoup moins, j'allais dire de gens qui se déplacent pour aller voter pour les législatives, alors que peut-être c'est l'élection la plus importante que celle des présidentielles. Parce que là, il ne s'agit pas de désigner un homme, il s'agit de désigner une majorité pour pouvoir décider des lois qui vont être proposées par le gouvernement et le président de la République. Donc c'est très important. Pourquoi il n'y a pas autant d'engouement de la part des Français à cette élection législative? Est-ce qu'il y a une explication pour toi, Amina? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je disais justement la semaine dernière, que elles sont peut-être plus importantes que les élections présidentielles. Et après, je pense que c'est un syndrome un peu français. Ils sont tout le temps dépités, jamais contents. Donc c'est surtout se dire que finalement, en fait, il y a rien qui va changer, alors que justement tout peut changer. Et donc soyez positifs et allez voter dimanche. C'est très important. Jean-Marc, t'as ton explication, toi? Je dirais que le souci, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation, c'est-à-dire faire prendre une conscience qu'on est dans un régime parlementaire semi-direct,
et que ces personnes nous représentent. C'est eux notre voix en fait, pour les lois, pour tout. Donc c'est encore plus important que l'élection présidentielle, parce que c'est par rapport à cette majorité qu'il va y avoir concrètement une politique qui va se dégager, où on sera en cohabitation ou pas. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais il faudrait, je pense, faire un travail dessus, et surtout qu'on prenne conscience que voter, c'est un acte citoyen, mais c'est aussi un acte qui nous engage. Exactement. La question du jour, c'est pas celle-ci, quoique demain on vous la posera hein, pour savoir si vous avez fait votre choix concrètement. Aujourd'hui, on est plutôt sur cette actualité qui nous emmène à Londres. Vous savez qu'il y a eu ces attentats de Londres avec ces 3 assaillants qui, à l'aide d'une camionnette, ont foncé dans la foule sur un pont très connu de Londres, et ensuite sont sortis pour poignarder des gens dans les rues dans les quartiers de Londres. Et on a ces 200, non plus 130, mais 200 imams qui ont refusé de pratiquer la prière funéraire. Donc on vous demande ce que vous en pensez. Alors avant de demander à Mina et Jean-Marc ce que vous en pensez, je vous livre quelques commentaires de Jessica qui nous dit: personnellement je suis partagé, effectivement il ne mérite pas donc cet honneur. Pour moi, d'un côté il n'était peut-être musulman d'un côté, mais sauf qu'il était dans l'erreur et avait de gros péchés à se faire pardonner. Le problème c'est qu'on ne connaît pas des contenus des cœurs vis-à-vis du Très-Haut, sinon la réponse serait très claire. Puis autre commentaire, Zoubelal qui nous dit: ce n'est pas à eux de juger ces hommes, s'ils naissent musulmans, peu importe ce qu'ils ont fait, ils doivent être enterrés comme il se doit, même ce qu'ils ont fait, même si ce qu'ils ont fait est considéré comme le pire pour une créature. Notre devoir est de respecter la charia et de faire aucune distinction entre les bons et les mauvais musulmans. Leur sort est entre les mains d'Allah le Tout-Puissant. Pensez-vous qu'un musulman lambda qui ne pratique pas sa religion a plus de droit d'être enterré par un imam? Ce jugement n'appartient à Allah et donc à personne d'autre. Voilà, alors quelques-uns des commentaires, je vous en dirai évidemment d'autres tout à l'heure. Jean-Marc, qu'est-ce que tu comprends dans ce refus de ces imams, 200 donc imams qui refusent de pratiquer la prière funéraire sur ces terroristes? C'est à double tranchant. Dans la mesure que c'est une religion qui est bien établie. Maintenant, s'il y a des imams qui disent qu'ils ne font pas la prière sur ces personnes, ces assassins, ces criminels, je pense qu'il faut des textes religieux, faut la loi, l'esprit de la loi. Maintenant, s'ils le font de leur propre chef, ou pour pouvoir démontrer qu'ils se désolidarisent avec ces individus, je pense que c'est pas la bonne solution, parce que chez les chrétiens, quelqu'un qui est chrétien, quand il meurt, peu importe ce qu'il est, en général, l'église et le cimetière. Amina, t'es d'accord avec ça ou pas? Ou t'es plus mesuré peut-être? Je trouve que c'est très délicat. Après, je pars du principe où en fait on n'est pas à même de juger. Donc c'est vrai que s'il est né musulman, après ça n'excuse en rien les atrocités que la personne ait faites, hein, là-dessus on s'entend. Mais je trouve que c'est assez délicat après. Enfin, c'est une question très délicate. Faut se baser sur les textes, hein, que disent les textes, les exégètes. Je poserai la question tout à l'heure à Bajra Félix, voilà, pour une émission par l'islam entre 19h et 20h. Je lui poserai vraiment la question parce qu'elle est importante. En tout cas, vous répondez, donnez-nous votre point de vue parce que vous en avez forcément un. Voilà, vous avez votre point de vue. On a le nôtre, voilà, et vous pouvez nous le donner aussi au 01 40 33 9000. En tant que peut-être être humain, en tant que peut-être un peu plus religieux, d'un regard un peu religieux ou pas d'ailleurs, sur cette question, donc sur cette initiative de ces imams en Angleterre qui refusent effectivement de pratiquer la prière funéraire sur ces terroristes, donc sur le fait qu'ils aient en tout cas tué des gens. Être terroriste ne signifie en rien que ça peut être considéré, Jean-Marc, comme un suicide par exemple. Franchement, j'ai pas les compétences religieuses, mais c'est pour ça que je demande les textes. Mais pas vraiment, puisqu'ils se font tuer par quelqu'un d'autre. C'est pas eux-mêmes qui se donnent la mort, même si leur but c'était de mourir en martyr. Donc c'est quand même assez compliqué. Je me permettrai pas de mais en tout cas ce que je dis, ce que je répète, c'est que si nous sommes des musulmans, nous suivons les règles de Dieu. Maintenant, il faut savoir que disent les textes à ce sujet, que disent la tradition, les hadiths et tout, etc. La loi, le fiqh et tout ce qui s'ensuit, la jurisprudence. Vous nous appelez en tout cas pour nous donner votre avis. Vous avez la page Facebook France Maghreb 2, le 01 40 33 9000. C'est ce qu'a fait Abdelzarq. Salut Abdelzarq. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu nous appelles d'où, Abdelzarq? Je vous appelle de Évry, là. De Évry, très bien. Ah, t'es dans la circonscription de Manuel Valls. Ah, tout à fait. J'espère pour plus longtemps. Tu l'as croisé?
Ah non, mais par contre sur les réseaux sociaux, on le voit jouer aux échecs avec le groupe du 3e âge. On le voit, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux tourner en dérision. Bon, alors Abdelzak, t'as peut-être Écoute, moi je voulais une petite partager réponse. avec vous juste une réflexion concernant le sujet là que vous venez d'aborder, des imams qui refusent de prier sur Oui, sur des terroristes. sur des terroristes. Moi, la réflexion, c'est en fait, je fais le lien, tu sais, avec la situation où quelqu'un qui se donne la mort, qui se suicide, Oui. où on sait que voilà, et donc il y a cette position-là que le prophète sallam il n'a pas voulu prier sur eux, mais que derrière voilà, c'est pour comment dirais-je, pour stigmatiser un peu l'acte en lui-même, etc. Mais par contre, d'autres des seconds quoi, eux peuvent prier sur cette personne-là. Et je me dis, est-ce que eux, cette démarche-là, pour ces imams, elle n'est pas à peu près dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que nous on prie pas, mais on sait très bien que il y a d'autres imams qui prieront quoi qu'il arrive sur lui, quoi. Ouais. Mais nous c'est pour montrer vraiment que voilà, à la fin on se désolidarise, mais c'est grave et on stigmatise voilà quelque part voilà la personne. Donc D'accord. voilà, c'était un peu voilà, je voulais juste comment dirais-je, partager avec vous cette réflexion. Mais c'est pas du tout un suicide. Hein. Non, mais c'est pas un suicide, ça peut être considéré comme tel. Non, mais non, voilà, c'est ça, je dirais que non, on peut pas dire que c'est un suicide. Attendez. Abdelzak, Jean-Marc. On peut pas dire que c'est un Mais suicide. attendez, à Oui, partir mais du s'il moment, enclenche la bombe, à partir en fait. du moment où le monsieur, les messieurs sortent, donc veulent tuer des gens, ils veulent s'y aller poignarder, ils savent très bien Avec où les ça va armes. se terminer. Ils savent très bien ça. comment ça va se terminer, Ils se Jean-Marc. font- Ils vont se faire font- abattre. Exactement. Oui, mais Exactement. ils auraient pu être neutralisés aussi. Oui, mais il y en a qui se font aussi Oui. sauter. En Non, fait, non, mais eux-mêmes. là c'était pas le cas. Non, Là c'est c'est pas ceux le cas, qui non. se sont fait Ces descendre. gens-là qui Non. veulent tuer des Oui. gens, un C'est pas maximum le de même gens que ne veulent celui pas qui se faire s'explose. arrêter vivant. Oui, Vous le savez très oui. bien. Bien Non, sûr, non, on est d'accord. mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est Ouais. que ce n'est pas un suicide. C'est pas un suicide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils se sont pas donné la mort eux-mêmes. Eux, oui. Ils se sont Oui, fait allons. donner par quelqu'un d'autre, mais Et ce sur n'est une des pas un photos- suicide. Sur une des photos justement, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a des éléments peut-être dont on manque ici, mais sur une des photos là qui circulent sur les réseaux sociaux, Ouais. d'une des personnes, un terroriste qui était au sol, il n'avait pas une ceinture d'explosifs Si. autour de... Non, Si, je c'était crois, une il avait fausse. C'était ouais. une fausse. Ouais, mais sur le moment. C'était une factice. Ouais, c'était C'est pas- comme à Paris, hein, celui qui a mis un coup de marteau à la tête du policier. Ils lui ont mis 2 balles, hein, mais ils l'ont pas tué. Hein, ils l'ont neutralisé. Pour une fois. Au Louvre Pour une aussi. fois qu'ils ont neutralisé quelqu'un. Au Louvre aussi, c'était pareil. Il l'avait neutralisé. Donc, on peut pas dire que c'est un suicide directement. Ouais, c'est pour ça que c'est délicat, mais c'est pour ça que ça mérite Ah oui. réflexion et qu'on en parle. Voilà, on en parle et on n'a pas de sujet tabou dans cette émission. Merci Abdelzak en tout cas et Sarah Tolak, mon frère. Et bonne soirée. J'espère que on fait la bonne année. Ah bon, il est parti. 01 40 33 9000. Vous continuez en tout cas à répondre à cette question, quelque peu certes délicate, mais on en parle bien entendu dans cette émission. Dans un instant, on va parler de notre zapping et puis accueillir notre premier candidat à l'élection législative. On va aller dans les Yvelines pour un candidat un petit peu particulier. Il était à l'origine d'un film avec un groupe, d'un court-métrage qui s'appelle Ils l'ont fait. Et ils ont sorti le film, on fera écouter la bande-annonce. Sauf que ils ont transformé cette fiction à la réalité et donc ils l'ont fait vraiment pour le coup et se présentent pour cette élection législative donc dans la 8e circonscription je crois des Yvelines avec Majid Edeken qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Un petit tour par Marseille à 18h avec une autre candidate, une femme, et à 18h30 un autre candidat du côté de Paris. En tout cas vous continuez vous de répondre à cette question. Parmi ces 200, puisque au moment où on a fait la question, ils étaient 130, ils sont montés à 200 imams qui refusent de pratiquer la prière funéraire sur des terroristes après les attentats de Londres. Qu'en pensez-vous? Vous me donnez votre avis et vous le voyez, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de vérité absolue pour le coup. Chacun nous donne son avis, son ressenti. C'est important et on en parle ensemble, bien sûr, en nous appelant au 01 40 33 9000. Bien sûr, vous êtes les bienvenus en direct sur France Maghreb 2, comme tous les jours. N'hésitez pas, les pubs. Et dans un instant, Amina Kalash. Hakim Rahal, il est où encore, Jean-Marc? Ça commence à m'agacer, moi, de fait qu'il arrive tout le temps en retard. Il va falloir des sanctions. On va sanctionner, hein. On va sanctionner parce qu'il est très en retard tout le temps. Oui, ça mérite une véritable sanction. Bon, Il y Amina. a peut-être un vrai problème. Hein. Non, mais il a toujours Mais des il a vrais toujours problèmes. des vrais problèmes. Toutes quoi. les semaines, c'est des problèmes. Toutes les semaines, c'est des excuses, Hakim Rahal. Ça suffit maintenant. Bon. Allez, on sanctionne. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Amina Kalash, Jean-Marc Zebellus et Hakim Rahal qui alors nous fait le coup de quel truc? Vous savez quoi, la dernière de Hakim Rahal? Qui avait un camion poubelle. Un camion qui était poubelle. coincé derrière. Alors je demande à tous les éboueurs de Paris d'arrêter de stopper, de ramasser les poubelles, ne serait-ce que pendant 5 minutes pour laisser passer Hakim Rahal.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur à tous. En tout cas, qu'on remercie parce que vous faites un travail absolument magnifique. Sans magnifique. vous, non mais sérieux. Bien sûr, les zébreurs, bien sûr. Ouais, franchement, respect quoi. Franchement, respect. Faut pouvoir faire ce métier, faut pouvoir supporter les automobilistes, vraiment. Ah ouais, quoi, ils se font engueuler tout le temps. Tout le temps, oui. Un truc de ouf quoi. Ouais. Bon, la question du jour, je vous la rappelle donc et vous y répondez si vous le souhaitez. Plus de 200 imams maintenant refusent de faire la prière funéraire sur les 3 terroristes de Londres. Vous êtes quelques-uns à laisser vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. Je vous incite d'ailleurs à continuer. Et nous dit Rosa, pardon. Dans ce cas, il faut pas de cérémonie funéraire pour les pédophiles, les violeurs, les trafiquants de drogue, les tueurs sur la route, dans les politiciens qui vendent des armes, etc. Je trouve que ça devient un peu trop politique cette affaire. C'est ce que nous dit Rose. Commentaire donc sur la page Facebook France Maghreb 2, aussi au 01 40 33 9000 avant d'accueillir notre premier invité dans un instant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Moussa. Moussa, vous nous appelez d'où, cher Moussa? Bonsoir Moussa. Damien. Je vous Très appelle bien, Damien. en Picardie. Damien. Ah oui, bon. On vous écoute, cher Moussa. J'appelle sur l'imam qui ne devrait pas prier sur un criminel, quel qu'il soit. Oui, Moussa. Alors moi, je pense que la prière n'est pas faite pour le défunt, puisque le défunt, son compte est fait. Il n'y a que Dieu qui vit dans le cœur, et donc il n'est comptable que devant Dieu. À l'inverse, cette prière, elle est faite pour aussi les vivants, c'est-à-dire ses proches. Et donc je pense que le pardon doit être demandé. Et dans tout état de cause, il faut prier sur le défunt, quel que soit l'acte qu'il ait commis. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que si c'est juste un regard du divin, je pense qu'il faut prier sur lui. Maintenant, si c'est un regard de la société qui vous regarde, ça c'est autre chose. Il y a aussi une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'il y a une janaza, c'est une marche vers les vivants. Ce n'est jamais une marche vers le défunt. Simplement, on a toujours l'impression que c'est vers le défunt qu'on part, mais en fait non, c'est pour la famille, c'est pour les accompagnants, c'est pour tous ceux qui souffrent de cette situation. Et le rite permet le passage, justement. Et en même temps, comme chez les musulmans, il n'y a pas, en fait, c'est pas à nous de décider du jour du décès, donc ça doit arriver. C'est pour ça qu'on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En vérité, nous appartenons à Dieu et à Dieu nous retournerons. Donc, je pense que ce rite permet simplement un passage et une acceptation pour ceux qui restent dans un cadre musulman. Sinon, on se couperait de tout, on se couperait carrément de tout parce que on penserait qu'il a commis un acte criminel, quel qu'il soit, sauf dans le cas du suicide, bien entendu. Là, ce n'est pas à l'imam de le faire et ça peut être d'autres musulmans. Voilà. Écoutez, c'était mon avis. Maintenant. Oui, avis très intéressant. Avis très intéressant. Mais en tout cas, sachez que c'est pour moi. Non, très intéressant. Ce que je sais, c'est que c'est une marche vers le vivant. Lorsqu'on va vers une janaza, c'est jamais vers le défunt. Le défunt, son compte est fait, comme chacun le sait, les musulmans, c'est comme ça. On est responsable que de ses actes. On n'est pas responsable des actes des autres, en tout état de cause. Donc, s'il est avéré qu'il est musulman, alors c'est là qu'il faut faire attention entre tous ces criminels qui se réclament de l'islam et qui n'en sont pas, c'est-à-dire des drogués, des gens qui ne pratiquent absolument aucune prière, qui fréquentent un peu trop souvent la boîte de nuit. Tout cela, ma foi, je ne sais pas à quelle aune on peut les juger, mais en tout cas, certainement pas à celle de l'islam, parce qu'ils ne sont en aucun cas éléments musulmans. Non mais, voilà. De toute façon... Mais après, lorsque si la famille dit... moi, je vois un peu les parents pleurer par les actes de leurs enfants. Je pense qu'il faut leur rendre cette justice et demander le pardon de Dieu et les apaiser. Bien sûr qu'il faut mais apaiser les parents, la famille, etc. Merci. Pour le reste, il est responsable de ses actes. On a bien compris en tout cas. Il est vraiment responsable de ses actes. On a bien compris Moussa et on vous en remercie en tout cas d'avoir donné votre position très intéressante et on vous souhaite un Sahab Tolok pour ce soir, mon cher Moussa. À vous, bon courage et bon Ramadan. Merci à vous, merci beaucoup. En tout cas, Moussa qui a été très sage. C'est une bonne réflexion c'est vrai, qui consiste à dire que on est, de toute façon, quand on est musulman, le pardon, c'est la chose qui est un fondement, parce que Dieu est amour, Dieu pardonne toujours par sa miséricorde, et il est infiniment miséricordieux. C'est vrai, dans ce qu'il dit, on peut comprendre un petit peu des choses comme ça. Et puis, il y a une chose, c'est que un terroriste n'est pas le produit d'une religion. Un terroriste est le produit d'une société.
Une religion ne peut pas former un terroriste. Une religion ne peut pas faire de quelqu'un un terroriste. Quelqu'un, s'il est terroriste, il est par lui-même ou par les faits, les choses qu'il aurait subies dans la société. Merci Jean-Marc, Amina qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. On reçoit notre premier invité dans cette série de candidats, de paroles aux candidats à 4 jours maintenant du premier tour de cette élection législative. Monsieur Majid Edeker, bonjour. Bonjour. Comment ça va Majid? Allô? Oui, comment ça va Majid? Ça va très bien, et vous? Bah écoutez, formidable. Je t'avais reçu, on va se tutoyer. Je t'avais reçu dans le cadre de ton court métrage que tu avais sorti, donc qui s'appelle Long métrage, effectivement. Le film donc long métrage qui s'appelle Ils l'ont fait. C'est ça. Et qui avait plutôt bien marché. D'ailleurs, un bel écho avait été réservé à ce film. Et vous avez décidé, Majid, de passer de la réalité de la fiction, à la réalité. À la réalité, ouais. C'est ça. Le 2 en fait. Voilà. On a décidé de se présenter aux élections législatives. Alors d'où c'est venu? Expliquez-nous un petit peu la démarche. La démarche, en fait, on a fait depuis février 2015, on a fait plus de 120 projections débats dans toute la France et à l'étranger, avec notre film justement qui parle du jeune Khalifa Camara qui décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Et à chaque fois au débat, les gens nous disaient c'est quoi la suite, etc. Ouais. Allô? Oui, on t'écoute, Majid. Et donc, les gens disaient oui, c'est pas bien, vous nous vendez du rêve, de l'espoir, et on est resté sur notre fin. Donc, c'est quoi la suite? Nous, on leur avait dit qu'à la base, on avait juste écrit, on avait ce film, et puis on avait l'intention de faire une trilogie. Dans le 2, il gagnerait les législatives, et dans le 3, il finirait à l'Élysée. Et puis, au fur et à mesure des projections débat, les gens nous ont incités à nous présenter, donc on a décidé de franchir le cap. Je propose aux auditeurs, histoire de les remettre un petit peu dans le bain, d'écouter la bande-annonce du film Ils l'ont fait. C'est parti. Liste de quoi? Foot en salle, t'as des noms à me donner? Tu parles d'une liste municipale, quelle mairie? La mairie de Mantes-la-Jolie, notre ville. Vous voulez pas que la roue elle tourne un peu pour vous? Changer quoi? On est bien là. Ah ouais? Quoi, t'as une routine de secours à proposer? C'est comment? Ça vous dit pas de monter une liste municipale pour les élections là? On va changer le quartier un peu là. Avec qui? C'est ça qui va nous représenter peut-être? Dans les cantines publiques. Et puis il n'y aura plus de nourriture halal. J'ai un slogan pour eux. Votez pour nous, ils vont avoir le seum. On a avec un slogan comme ça. Ouais, même moi je vote pour toi, frère. Mais t'avais pas l'intention de voter pour moi? Ouais, je vais voter 2 fois, poteau. Vous en avez assez, hein? Vous en avez assez, cette bande de racailles? Eh ben, on va vous en débarrasser. Voilà, la bande-annonce du film Ils l'ont fait, du long métrage donc Ils l'ont fait, et Majid donc et ses amis ont décidé de passer de la fiction à la réalité. Ça se passe du côté de Mantes-la-Jolie, c'est ça Majid? Ouais, la 8e circonscription des Yvelines, oui, qui englobe Mantes-la-Jolie, Limay, Mantes-la-Ville, Rosny, Buchelet, Magnanville et tous les villages des alentours. Très bien. Alors une question peut-être de nos chroniqueurs, Jean-Marc, Hakim qui vient d'arriver, qu'on salue d'ailleurs. Salut Hakim. Alors là, je veux dire, vous allez présenter aux législatives, mais est-ce que derrière ça, c'est un mouvement vraiment que vous voulez lancer? On a été coupé. Voilà. Tu vois la question de Jean-Marc? Paf, les gens raccrochent. Incroyable quand même. Non, on va le rappeler. Je pense qu'il y a eu un petit souci. Il est en voiture. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Hakim Rahal, là, ce retard là? Non, écoutez, salam alaikum tout le monde. Bonjour, chers amis auditeurs. Il y a du laisser aller. Pas du tout. C'est que la circulation est très difficile malgré que je connais le trajet. En fait, tous les jeudis, il y a un problème de circulation. Non, là, j'ai jamais. Par 2 heures à l'avance. Non, aujourd'hui c'était dur. Par 2 heures avant. Aujourd'hui c'est très dur. En plus, j'ai remarqué que depuis que tu ramènes plus les croissants, puisque c'est Ramadan, bien sûr, mais tu pourrais nous ramener, on ferait le ftar avec. T'as plus de retard. Ouais, mais de toute façon. Les briques, elles sont magnifiques, tes briques. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de circonstances quelconques pour une invitation. Vous êtes invité. Qui fait ces briques? Parce que j'ai pris des briques chez toi, je me suis régalé. Tu viens tous les jours. Qui fait ces briques? C'est toi qui fais ces briques? Ah, ça c'est fait maison. C'est fait maison, mais elles sont vraiment magnifiques. La brioche de Barbès fait de super briques. 29 rue Stéphaneson, on rappelle. Voilà, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé les briques. Merci. Voilà, Amina, je te présente Hakim. Salut Amina. Voilà. C'est une première, c'est une première ensemble. Ouais. Bon. Ça va Amina? On va reprendre, je crois, notre invité, si vous le permettez. On va reprendre notre invité qu'on a récupéré, Majid. Majid, tu nous entends?
Ouais, je vous entends, oui. j'ai coupé. Ouais. Alors, Jean-Marc Zébulus, ça va être une question pour toi, Jean-Marc, quand t'écoutes. Oui, la question c'était, est-ce que vous allez vous présenter aux législatives, ça va se limiter justement aux législatives, ou est-ce que Bon, apparemment, je crois qu'il y a un gros souci avec son téléphone. Tant pis, hein. Voilà. C'est vraiment dommage. Mais pose la question que je voulais poser, Jean-Marc, c'était quoi? C'était savoir est-ce que derrière ça, c'est un mouvement politique qui sera même au niveau national, quoi. D'accord. Hein, parce qu'ils veulent en faire un mouvement politique. D'accord. Pas donc, juste en fait, s'arrêtera. C'est le fameux sujet de l'indépendance des partis traditionnels, en fait. Bien sûr, dans la continuité, dans l'émancipation des différentes forces, Alors, des différentes minorités. Monsieur Hakim Rahal, quel est ton programme, mon cher ami? Moi, je voulais faire un petit rappel sur les élections législatives. Oui. Donc voilà. Qui approche à grands pas. Exactement. Et notre prochain invité, 18h, on va aller du côté de Marseille. Ouais. Et on a un invité aussi du côté du 18e arrondissement. Oui. Voilà, donc le candidat Mohamedi Yafa. Oui. Et mon coup de cœur, c'est j'ai cherché à m'informer, essayer de comprendre un petit peu ce conflit qui est énorme entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ouais. Donc j'ai fouiné ici et là, et j'ai trouvé des petites choses avec lesquelles que je voudrais partager avec les auditeurs et vous. Voilà, une petite vidéo très courte. Ah, d'accord, très bien. Alors, on va tout de suite passer à notre zapping, un zapping très court aujourd'hui. Zapping qui commence, messieurs dames, par cette crise diplomatique majeure, justement, à qui m'en parlait au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont rompu donc leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Riyad et ses alliés accusent le riche Émirat gazier de financer le terrorisme et met en cause ses liens avec l'Iran. Les trois pays du Golfe, l'Égypte, ont compris donc des mesures de retention sans précédent. C'est de fermeture des espaces aériens, des axes terrestres maritimes, suspension des liaisons aériennes. Des ambassadeurs qataris au Caire ou à Riyad disposent en outre de 48 heures pour quitter le territoire. Doha a réagi avec colère à cette décision, récusant les accusations formulées à son encontre et dénonçant les objectifs clairs de ses voisins, organiser la mise sous tutelle de l'État. Cette crise, donc la plus grave depuis plus de 30 ans entre les pays membres du Conseil Coopération du Golfe, intervient 2 semaines seulement après le sommet de Riyad et l'appel lancé par Donald Trump aux pays de la région à se mobiliser contre le terrorisme. Faut-il donc voir dans cette mise au banc du Qatar le premier contre-pied de ce sommet? Élément de réponse avec David Rigolet-Rose, enseignant-chercheur à l'IFAP et rédacteur en chef de la revue Orion Stratégique aux éditions L'Armatan, interrogé par Radio Vatican. Écoutez cet entretien absolument très intéressant. C'est probablement un effet indirect du sommet de Riyad où le président Trump avait enjoint les participants, notamment du Conseil de coopération du Golfe, à former un front uni face à l'ennemi commun désigné, en l'occurrence l'Iran. Et dans ce cadre-là, effectivement, le Qatar s'est retrouvé dans une situation un peu difficile. Qatar qui a toujours fait une position particulière au sein du CCG, Conseil de coopération du Golfe. On peut rappeler que début mars 2014 déjà, il y avait eu un rappel des ambassadeurs de 3 pays du Conseil de coopération du Golfe, en l'occurrence Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Bahreïn, au motif que le Qatar apportait son soutien à la mouvance des frères musulmans, qui était un des ennemis désignés justement des dites pétromonarchies, dans le contexte d'ailleurs qui prévalait à l'époque du renversement de Mohamed Morsi en Égypte. Et on retrouve aujourd'hui l'Égypte justement comme partie prenante effectivement de cette rupture des relations avec Doha, ce qui n'est pas un hasard. Donc de ce point de vue-là, le grief du soutien avéré aux frères musulmans est patent, même si les accusations vont au-delà, puisque semble-t-il le Qatar serait accusé d'apporter également un soutien à une mouvance djihadiste de type Al-Qaïda ou Daesh, ce qui évidemment est gravissime. Et puis en arrière-plan, naturellement, de ces tensions, c'est la question de la politique individuelle du Qatar au sein du CCG par rapport à l'Iran, qui ne serait pas conforme à la ligne décidée par Riyad, en l'occurrence une ligne reposant sur une stature intransigeante face à l'ennemi commun désigné que serait l'Iran. Et de ce point de vue-là, le Qatar, effectivement, est dans une situation complexe. Alors... Voilà, une belle en tout cas, analyse de ce chercheur sur Radio Vatican, Hakim, Jean-Marc et Amina, sur ce qui se passe donc effectivement depuis quelques jours entre le Qatar
qui se retrouve donc mis à l'écart par les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Bahreïn et plein d'autres. Évidemment, on reproche au Qatar de financer le terrorisme, très intéressant, de la part d'un pays qui a participé aussi au financement du terrorisme et à l'entretenir comme il se doit, d'ailleurs gentiment. Tout cela après les recommandations de Donald Trump à l'occasion du sommet de Riyad. Est-ce qu'il faut y voir un lien, bien sûr, de tout cela? Est-ce que c'est l'Iran qui est attaqué derrière? Quelle est votre analyse sur tout ça? J'ai envie de dire que ça peut paraître pour les observateurs comme quelque chose de tout à fait étrange, à savoir qu'ils ont toujours été ensemble, et pas plus tard que depuis 2011 pour la destitution de Bachar el-Assad. Christophe, quand tu viens d'utiliser le mot fourre-tout de terrorisme, je suis pas d'accord. Parce que à ce moment-là, Laurent Fabius aussi c'est un terroriste. Donc et la position de la France aussi, elle est terroriste. Ça veut rien dire en fait. Le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça veut rien dire. Parce que le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils finançaient pas le terrorisme à leurs yeux. Ils finançaient les forces de renversement du gouvernement de Bachar el-Assad. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que qu'ils ont financé. Non, mais on peut pas dire terroriste. Ça veut dire que le Qatar en fait vous approuvez le fait que le Qatar en fait c'est des terroristes en fait. C'est pas une histoire qu'on approuve que le Qatar. Non mais le mot déjà il est important en fait. Il faut faire la différence entre deux choses. Ils ont financé des forces pour déstabiliser, pour renverser le gouvernement. Mais ils n'ont pas fait que ça. Syrien. C'est prouvé qu'ils n'ont pas financé chose que cette sur laquelle absolument les instances internationales étaient d'accord. Jusqu'au revirement récent des États-Unis qui ont laissé la Russie agir. Ils n'ont pas financé que ça. Tout le monde était d'accord pour descendre Bachar el-Assad. Ils n'ont pas financé que ça. Mais mon cher Hakim, donc l'Arabie Saoudite aussi bien le Qatar ont participé. Ah oui, exactement. C'est ça qui est le plus marrant. Ont participé à des groupes qualifiés aujourd'hui de terroristes. Oui, au même titre que Laurent Fabius a eu des propos élogieux envers mais c'est ça qui est incroyable. Terroristes. Exactement. On est d'accord là-dessus. Voilà. Alors bon, Amina, ton regard sur tout ça, est-ce que c'est une crise qui t'interpelle ou finalement on suivait plutôt dans comme certains en disant on va peut-être pas s'en mêler, comme un couple entre un homme et une femme, couple, exactement. Comme me disait Jean-Marc d'ailleurs très justement, entre un homme et une femme, pas s'en mêler parce que le jour où ils se réconcilient, ça te retombe dessus. Ah, c'est clair. Je suis d'accord en fait avec les deux avis. Entre ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait est que certes c'est des groupes qui sont devenus des groupes, des forces pour lutter justement contre Bachar el-Assad, mais qui se sont transformés en groupes terroristes. Moi, j'appelle ça du terrorisme. Après, on est d'accord à mon avis sur le fond, mais pas sur la forme. Mais alors Gargamel aussi, dans le Justrum, c'est un terroriste. C'est faut être sérieux, les amis. Non, mais c'est un méchant. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. Moi, Amina, si je puis me permettre, Bachar el-Assad n'est pas mort. Mais il n'y a pas que Bachar el-Assad. Comme Kadhafi, ou n'a pas été renversé comme Ben Ali, ou bien encore comme Saddam Hussein. Il est resté en vie. Et le fait qu'il soit resté en vie, et que les Russes sont venus pour l'aider, pour le défendre, alors là. Mais il faut pas ramener que sur le conflit syrien. Là, ça veut dire ceux qui ont investi dans les forces qu'on appelle grossièrement les terroristes, à savoir, on va dire, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Avant, ils étaient bien. Et maintenant, c'est eux les perdants, puisque Bachar el-Assad a gagné. Ils ont jamais dit ça. Ça veut dire. Ils ont jamais dit qu'ils étaient bien. Ça veut dire qu'entre les deux financeurs des forces de déstabilisation de Bachar el-Assad, qui a lui-même a gagné, il fallait bien un perdant. En fait, le perdant, ça va être le Qatar. Tu fais une fixette sur la Syrie. Il ne s'agit pas que de la Syrie, ça a été prouvé. Tu rigoles, Jean-Marc. Tu plaisantes, Jean-Marc, c'est rien que ça se passe maintenant. Non, mais ils ont financé d'autres causes, l'Al-Qaïda au Maghreb, pas mal d'endroits. Ils ont semé pas mal de zizanie. Pardon de vous couper, on a retrouvé notre ami Majid. J'espère que c'est la dernière fois qu'on sera coupé. Majid Edekar, bonsoir, rebonsoir. C'est Edeikan, et oui, c'est bon. Là, ça devrait être bon normalement. Bon, très bien. Alors, Majid, Jean-Marc Zebelus souhaitait vous poser une question. Il avait une question, justement, il disait est-ce que c'était juste un mouvement pour les législatives ou on verrait le lendemain des législatives? C'est ça. Est-ce qu'on va aller au national, inspirer les autres voilà. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, quoi? Tant qu'on peut gagner, on s'arrête plus. Ouais. Non, mais pas forcément gagner, même si vous gagnez pas, mais il faut que ça continue parce que c'est pas une mauvaise idée. Même s'il n'y a pas la victoire, elle n'y est pas là. On y va aussi pour gagner. Voilà. Non, mais si elle n'y est pas, comme on dit, vous perdez pas, vous aurez appris. Soit on gagne, soit on apprend. Nelson Mandela, je ne perds jamais. Voilà. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc on apprend. C'est notre première élection. Majid, parlez-nous de comment vous faites campagne, parce que paraît que c'est un peu particulier. Vous êtes avec un bus, etc. Vous prenez les gens. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, nous on fait comme le film, ceux qui ont vu le film s'identifieront, on refait les mêmes méthodes que dans le film, c'est-à-dire que on prend la politique autrement, on gère ça comme un event, un spectacle ou une soirée, donc on a des flyers, on a une charte graphique un peu avec des couleurs flashy, nos affiches ne ressemblent pas aux autres, on va chercher tous les abstentionnistes dans les sandwicheries, dans les chichas, partout où ils sont, au pôle emploi, à la CAF, partout, voilà. Très bien. Après, c'est pas une campagne politique traditionnelle. Donc voilà, mais on verra si ça marche ou si ça marche pas. En tout cas, j'ai une question. Ça plaît aux gens. Hakim Ral. Oui, Majid, c'est Hakim Ral avec toi à l'appareil. Déjà, je tiens à te féliciter. Bonjour. Je tiens à te féliciter toi et ton équipe pour cette prise de conscience et même cette action concrète sur le terrain politique. Alors, la question brève, en fait, c'est dans votre programme et dans vos idées politique, y a-t-il un parti qui est un parti politique existant connu vers lequel vous tendez plus des idées? Comment vous situez en fait politiquement par rapport au paysage actuel? Nous on est la majorité silencieuse en fait. Ils n'ont pas de parti politique ces gens-là. Voilà, on est le peuple. Tous ceux qui s'identifient pas dans tous les partis, les candidats qu'on leur présente, voilà. Nous on est tous ceux qui se sont identifiés dans les valeurs du film, c'est-à-dire plus de 10 000 personnes, 120 projections débat, qui ont kiffé notre film et qui nous ont dit que c'était nous le vrai cinéma et que c'est vous la vraie politique, au sens noble du terme. Parce qu'actuellement, les gens tous les politiques actuels utilisent l'intérêt général pour leur intérêt personnel. Et nous, notre seul intérêt personnel, c'est l'intérêt général. Donc, si vous me trouvez un parti politique qui a ces valeurs, on s'identifiera à lui, mais pour l'instant, il n'y en a aucun. Est-ce qu'il y a, Majid, quelle est la réforme que vous souhaiteriez en primeur emmener à l'Assemblée nationale si vous êtes élu député? Nous, on milite pour l'éducation, la culture et le sport, ce qui a toujours été délaissé dans les quartiers populaires, dans les campagnes et partout. Donc, on milite pour l'éducation. Enfin, c'est aussi le programme dans le film, c'est quand on dit l'éducation de qualité pour tous, la culture pour tous, le sport pour tous, la santé pour tous, et donc découlera ainsi un emploi pour tous. Voilà nos 5 thématiques, 5 ans, et on militera pour ça. Comment les électeurs on a toujours milité et qu'on militera même le lendemain, au lendemain d'une défaite, parce que c'est ce qui nous anime depuis toujours en fait. Comment on vous reconnaît électeur de la 8e circonscription des Yvelines? Nous on a mis notre photo sur le bulletin de vote, comme ça vous pouvez pas vous planter, puisqu'il y a 17 candidats. D'accord. Voilà. Celui qui a un sourire déni vite, c'est moi. Voilà. Bon courage en tout cas, Majid, et bravo à toute l'équipe. Ils l'ont fait et vous l'avez fait, bravo en tout cas. Bravo, continuez, lâchez pas l'affaire. Tout le monde viendra voter dimanche et comme ça on fêtera la victoire autour d'un bon story. J'ai envie de dire une chose. Merci, oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Majid, n'oubliez pas que souvent la réalité dépasse la fiction. On espère que... Est-ce qu'on a quand même le droit de rêver, monsieur? Majid, la réalité dépasse la fiction. Vous êtes sur le thème du Qatar, donc le Qatar c'est le PSG aussi. J'espère. Donc rêvons plus grand et laissez-nous Majid. Exactement, Majid. Bravo. Allez, plus haut et plus fort comme le PSG. Je souhaite que votre réalité dépasse en haut de la Ligue 1. Salut Majid, salut. Bravo Majid. Merci beaucoup. Bon, continuation. C'est quoi cette phrase, Jean-Marc? La réalité dépasse. Non mais d'accord, mais bon. T'as regardé Star Wars hier? C'était mercredi. T'as été où faire tes talawés? Ce n'est qu'un film. Dans le micro. Faut se réveiller là. Vous êtes endormi. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Oui, Jean-Marc. On est dans un film. Oui. On était dans une fiction. Donc aujourd'hui, concrètement, il se présente. Donc on dit que la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire qu'on espère qu'ils vont réussir dans la réalité. Reste calme. T'as été où faire tes talawés hier? Ils sont en train de dormir là. Là vous êtes en train de dormir. Amina, vous êtes en plein ramadan. Amina, ça va? Moi ça va. Bon, tu arrives entre tous ces mâles? Ouais, ça va. Dans un instant, une femme que nous allons recevoir du côté de Marseille et qui se présente elle aussi avec la majorité présidentielle. Alors on nous dit soutenue par le Robert Rue marseillais. La majorité présidentielle, c'est le mouvement de Valls? Non, c'est Macron. Mais Christophe. Ah oui, c'est en marche, la République en marche. Christophe, faire le ramadan. Oui. C'est pas arrêter de penser, c'est arrêter de manger, arrêter de boire, mais c'est pas arrêter de penser. Pour certains, d'accord. Non mais Jean-Marc, c'est pas grave si tu fais des ratés de temps en temps. T'inquiète pas, on te pardonne. Ça y est, mais. Vous n'avez pas compris l'hommage que j'ai rendu au Christophe, tu lui pardonnes ou pas? Qu'on passe à autre chose. Allez hop, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. T'inquiète pas, Jean-Marc. Tout va bien. On en reparlera après manger. Amina, t'as compris au moins? Oui, moi j'ai compris ce qu'il a dit. Oh la faillotte. Non, pas du tout. La réalité dépasse la fiction. Le grand forum avec Hakim Ral, avec Amina Kash et Jean-Marc Zebellus qui sont avec nous en direct sur France Maghreb 2 avant de recevoir notre invité. C'est Amina Kash? Amina Kalash. Ah, Kalash. Kalash.
Tu sors la Kalash. Non, d'accord. Oui. Ça m'a surpris. C'est mon vrai nom de famille. Voilà. Kalash. Okay. Kalash. Alors, la question du jour, Jean-Marc, mon cher ami, tu m'expliques. Hakim. Oui, pardon, oui. Tu n'as pas répondu à la question du jour parce que tu n'étais pas encore arrivé, parce que tu es arrivé très en retard. Allons-y. La question du jour est la suivante. Des imams qui sont au nombre de 200 maintenant, qui refusent de faire la prière funéraire sur les terroristes de Londres, qui sont au nombre de 3. Et on vous demande ce que vous en pensez. Et Bouchra qui nous dit sur la page Facebook France Maghreb 2, non, sachant qu'ils ont tué, je ne juge pas, mais ils détériorent l'image de l'islam. Voilà pour ce qui concerne Bouchra. Et puis un autre commentaire, justement, un Hakim qui nous dit on ne mélange pas les musulmans avec les terroristes criminels, jamais, nous dit Hakim. Et Hakim Ryan nous dit quoi, lui? Alors si c'est 200 imams 200 imams de Londres, d'Angleterre, qui refusent de faire la prière J'aimerais bien voir quelle personne il va être capable de contredire 200 imams qui sont tous d'accord, unanimes pour pas prier. Il n'y en a pas que 200, non, il y a plus que 200. Non, mais déjà. S'il y a 5000 autres qui sont contre. Non, mais là, la question, c'est pas sur c'est sur les 200, donc, Non, mais la question, qu'en pensez-vous de ne pas faire la prière de funéraire sur ces 3 hommes? Bah, c'est un point, ça relève. Terroristes. Est-ce que tu le comprends ou pas? Bah, bien sûr, ça relève d'un point juridique de la législation, en fait, islamique. Et les imams, ils sont suffisamment compétents pour avoir décidé la chose ainsi. Hein. Et on a à notre connaissance, dans des livres, des cas de figure semblables pour des personnes défuntes qui avaient commis des actes répréhensibles sur lesquels la prière mortuaire n'était pas faite. Bon, en tout cas, vous continuez à nous donner votre avis, que ce soit au téléphone 01 40 33 9000, mais aussi par le biais de la page Facebook France Maghreb 2. Nous nous rendons à présent pour un nouvel invité dans Parole de candidat du côté de Marseille, de la 7e circonscription de Marseille, Awaria, Abchiche, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Donc vous êtes candidate du côté de la 7e circonscription de Marseille sous l'étiquette MDP et soutenue par Robert Rue à Marseille. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc le mouvement des progressistes, qui est un mouvement qui est un peu jeune, mais il date de 2009, juste après l'arrivée du Front de gauche et de Mélenchon dans la course à la gauche. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux auditeurs de France Maghreb 2, en particulier aux Marseillais qui vous écoutent ce soir? Alors moi, les Marseillais me connaissent. Je suis conseillère départementale sur le secteur nord de Marseille. J'ai été aussi conseillère à la communauté urbaine et adjointe au maire de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Je suis travailleur social, responsable d'une structure sociale sur la ville de Marseille, principalement située dans les quartiers nord. D'accord. Alors le score à la présidentielle qui avait au premier tour, en tout cas, mis Jean-Luc Mélenchon en tête à Marseille, est-ce que c'est un score qui pourrait se renouveler pour Marseille? Et est-ce que la gauche finalement n'est pas tout à fait morte à Marseille? En fait, le score national de Jean-Luc Mélenchon, il est à regarder avec un regard différent, parce que là on a aussi affaire malgré tout à une élection locale, et au local on vote aussi la personne qui nous est proche. Donc on comprend aussi que c'est une élection au niveau national pour les législatives, parce que les députés vont voter les lois, mais les députés aussi au niveau local ont un regard particulier en proximité avec la population, et la population c'est aussi ce qu'elle recherche. Alors est-ce que au niveau local le score de Jean-Luc Mélenchon va être reproduit au même niveau ou à même niveau qu'au niveau national? Ça m'étonnerait. Alors vous, en tant qu'Auria, puisque vous nous parlez de personnes, et vous avez tout à fait raison d'ailleurs, cette élection législative c'est plus une question de personnes et pas forcément d'un parti politique. Vous, qu'entendez-vous apporter à l'Assemblée nationale comme idée nouvelle, idée neuve, idée qui se distingue par rapport aux autres, Auria? Alors, est-ce que ça va être une idée neuve ou nouvelle? Mais en tout cas, ça devrait être problématique si c'est le cas. Mais avoir juste la parole des habitants de ces secteurs-là de Marseille qui sont bien souvent maltraités et mis à l'index des choix et des projets de développement sur la ville, je crois que ça, à mon avis, ça ne peut pas être quelque chose de nouveau. Mais si ça doit être considéré comme une nouveauté, eh bien écoutez, oui. Alors on va faire
va faire en sorte que, de façon très exceptionnelle, on puisse considérer la voix de ces Marseillais comme importante à entendre et à écouter. Que vous disent les électeurs vous rencontrez actuellement en ce moment en campagne? Quelle est leur principale préoccupation aujourd'hui? De vivre, et de vivre mieux, d'être considérés et d'être accompagnés. Voilà, ça c'est la principale demande des électeurs et des habitants de nos secteurs. Parce que même au niveau local, et puis je vous l'ai répété au tout début, enfin je vous l'ai dit au tout début, et je vous le répète, on souffre sur ces secteurs-là vraiment d'un manque d'attention. Et alors, au niveau national, même dans tous les programmes politiques qui ont quand même été développés par les candidats, rares ont été ceux qui ont fait le choix d'avoir comme priorité les quartiers populaires. Et comme ces secteurs-là sont presque à 70% composés de quartiers populaires, on a trouvé un petit peu aussi dommage qu'ils puissent pas être mis, enfin en tout cas qu'on n'ait pas pu mettre en lumière toutes ces problématiques concentrées sur nos secteurs. Awaria, parmi les chroniqueurs qui sont avec moi aujourd'hui, Hakim, Jean-Marc et Amina, une question de Jean-Marc. Oui, madame, vous représentez un parti, bonjour madame, vous représentez un parti qui est de gauche, c'est cela, est affilié au Parti communiste? Non, il n'est pas affilié au Parti communiste. Il tire son ossature du Parti communiste, mais il est plus progressiste que le Parti communiste, avec une ouverture, avec un angle d'ouverture beaucoup plus large. Vous vous démarquez. En fait, mon propos, c'est de vous demander, vous serez de toute façon, en cas d'élection, ce qu'on vous souhaite, bien sûr, minoritaire à l'Assemblée, avec quel mouvement, avec quel parti que vous alliez pour pouvoir unir vos forces? Eh bien, sachez que Robert Rue avait appelé à voter pour le président Macron dès le premier tour. Ça ne nous aura pas échappé. Ça nous a pas étonné d'ailleurs, mais bon. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les affaires. Oui, bien sûr. Étonné, oui et non. Je veux dire, ça s'en est expliqué, puisqu'il semblait se profiler en tout cas un résultat de second tour avant les affaires Fillon et Marine Le Pen. Et je crois qu'en tant que responsable politique engagé, il a été normal et important de dire qu'au second tour, il fallait pas qu'il y ait ces deux extrêmes, l'extrême droite et la droite extrême, et que les progressistes devaient être représentés au second tour. Que Jean-Luc Mélenchon ne pouvait certainement pas passer le plafond de verre, et qu'il fallait protéger la population française de ces deux extrêmes. Ceci étant, à votre question, je répondrai de la façon suivante. Moi, je garde cet engagement, cette volonté de faire partie aussi de la majorité présidentielle, et l'idée aussi de lui apporter la gauche qui tente un peu à manquer. Hakim, peut-être une question pour Madame Awaria. Bonjour Madame Awaria. Bonjour Hakim. Moi, en tant que simple citoyen électeur, je suis un peu perdu parce que je comprends plus si vous êtes situé à droite, à gauche, vous êtes communiste, mais vous êtes progressiste, vous êtes la famille de gauche, mais en même temps vous avez encouragé Macron qui se dit qu'il n'est pas de gauche et qu'on sait dans son gouvernement il a mêlé droite et gauche, et droite surtout dans les postes stratégiques de l'économie. Sincèrement, en tant qu'électeur français, ça me perturbe tout ça. Et vous avez parlé du choix de Robert Rue dès le premier tour d'encourager Emmanuel Macron par calcul politique par rapport à des sondages. Comme quoi Mélenchon ne ferait pas suffisamment de résultats pour arriver au deuxième tour. Bref, je suis un peu perdu en tant que citoyen électeur. Il n'y a pas de couleur politique, c'est ce que vous devez entendre aussi sur le terrain, ça, Awaria. Vous devez l'entendre ça sur le terrain de la part de vos électeurs. Non, pas trop. Je ne l'entends pas trop parce que en fait, l'idée aujourd'hui qu'on se fait ou que la majeure partie des habitants se font de la chose politique, elle est liée à un projet et à une volonté politique. Moi, je crois qu'un projet, si il est consciemment réalisé et avec une priorité nationale en direction d'un certain progrès, pourquoi pas qu'il soit porté par la gauche ou par la droite, l'essentiel étant de permettre à celles et ceux qui ont envie de mieux vivre dans notre société d'y trouver leur place. Très bien, en tout cas on rappelle, vous êtes candidate, vous, MDP, donc candidate dans la 7e circonscription, c'est quoi, c'est les quartiers nord de Marseille, ça?
C'est le 15e, le 16e et le 14e arrondissement de Marseille. C'est en plein cœur des cités du nord de Marseille. Vous êtes combien de candidats? Nous sommes 16. Ah oui, quand même, ouais. Et le député sortant s'appelle? Monsieur Gibrayel. Gibrayel, ouais, absolument. Et le taux d'abstentionnisme, tiens? Pardon? L'abstentionnisme, il atteint quel pourcentage chez vous? Il atteint le taux national, me semble-t-il, je pense à 50%. D'accord. Et qui risque d'être plus important d'ailleurs pour cette élection, hein. Et je crois aussi. Oui, en tout cas, on s'en réfère aux résultats qui sont tombés des Français de l'étranger. Il a été énorme 80%. C'est différent, c'est un peu différent. Oui, non, mais peut-être, mais c'est 80%, c'est énorme. C'est énorme. On espère en tout cas vous retrouver et vous rappeler la semaine prochaine pour dans ce cas ça voudrait dire que vous seriez au second tour. Ce qu'on espère pour vous, ma chère Awari. À bientôt. Eh ben, je vous remercie infiniment et merci à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà pour cette cette invitée du côté de Marseille. Les auditrices, il y en a certainement beaucoup du côté de Marseille. C'est vrai que mais je reste un peu perplexe, les amis. Hein, franchement, Hakim, je te félicite pour ta question parce que moi aussi, je comprends plus rien. Tu vois Non, mais ma question, vous l'avez pas écouté en fait. Quoi? Oui, Chris, c'est que parce elle a dit tout ce qu'il a évoqué. C'est pas parce que tu parles plus fort qu'on te parle. Non, elle a dit. Oui. Dans ma question, elle a dit tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'était clair. Ah bon? C'est-à-dire, je suis. Elle a dit qu'elle était l'ancrage c'était à parti de communiste. Robert Hue, et que bon, quelque part elle se démarquait du communisme, mais que Robert Hue avait encouragé par Macron, par conséquent elle sera du côté Macron. Oui. Ouais, mais bon. Mais donc, et moi, ce que j'ai dit que ça me désespère, ça. Non, mais justement. Parce qu'on est perdu. Que je lui ai posé, elle a répondu comme ça. J'ai dit que, voilà. Il faut des positionnements. Soit t'es à gauche, soit t'es à droite, t'es au milieu, voilà. Bon, allez, on enchaîne. Les gars, on répond à la question. On va maintenant laisser place aux avis tranchés. Mais c'est bon, parti. Notre prochain invité. Elle connaît son métier, elle sait ce qu'elle veut. Taisez-vous et bus. Notre prochain invité, donc à 18h30, Hakim sera Monsieur Mohamedi Yafa, candidat aux législatives pour le 18e arrondissement. Ouais, c'est quelle circonscription ça? J'ai pas la circonscription en tête, mais je peux te le donner dans un instant. Non, mais t'inquiète. Mais ça c'est du boulot, on arrive en retard, on prépare pas les invités, on prépare pas les choses. Calmez-vous. Allez, tu laisses aller, bon, on ramène. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le grand forum, mesdames, messieurs, dames, c'est la vie. Voilà, c'est la vie en famille. Parfois, on peut s'engueuler, on peut aussi rigoler et on peut échanger. Vous acharnez quand même beaucoup sur lui, hein. Sur qui? Bah, sur Hakim. Laisse faire, Mina, t'inquiète. Non, mais c'est ça vrai, marche pas le coup du mesquine, hein. Non, mais c'est même pas le coup du mesquine. Toi, tu veux bien te placer, Amina, toi. J'avais bien compris. Laissez la voix d'une femme, s'il vous plaît. La femme au grand cœur. Calmez-vous. Non, mais c'est pas ça, il y a trop d'acharnement, là. Je t'informe, hein. Voilà. Merci, Mina, de le souligner. Puisque tu prends la parole, on va te laisser justement développer ton avis tranché qui va nous parler de quoi aujourd'hui? Ça va parler des placements de produits. Oui, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Placer des produits? Placement de produits, oui, sur les réseaux sociaux essentiellement. Du marketing? Ouais, à peu près, c'est comme du sponsoring. Ok. Ça va parler à Hakim, ça. On t'écoute, Amina. Donc en fait, il y a un nouveau business justement qui est en plein essor, c'est le placement de produits sur les réseaux sociaux. Donc autrement dit, la publication de posts sponsorisés par les marques sur les réseaux sociaux de célébrités. Donc ça peut être de la star de cinéma à la star, star entre guillemets, hein, de télé-réalité. Et justement, ça touche beaucoup plus les célébrités de télé-réalité. Donc si vous avez un compte Instagram, est-ce que vous avez un compte Instagram ici ou pas? Oui. Pas moi. D'accord. Ça, oui, je crois, oui. Ouais, bah en fait, ça pullule, mais ça pullule énormément justement sur ce réseau social. Et ce phénomène, donc comme je vous l'ai dit, a pris beaucoup d'ampleur chez les Instagram qui appartient à Facebook, hein. Oui. Précisons-le. Qui l'a racheté. Oui, qui l'a racheté, oui. Et donc comme WhatsApp d'ailleurs. Oui, bah de toute façon, Facebook rachète tout. Voilà. Marc et donc est très fort. Et donc vas-y, et donc ce phénomène a pris, c'est vrai, il faut que je m'impose. Oui. Hein. Ce phénomène a surtout pris de l'ampleur chez les candidats de télé-réalité. Donc c'est fini en fait tout ce qui est invitation aux soirées, séances de dédicaces. Aujourd'hui, ce qui rapporte le plus, c'est le placement de produits. Donc juste selon moi, est-ce que vous auriez à peu près une fourchette de prix? Combien est-ce que toucheraient les candidats par exemple pour une seule publication? Vous auriez une idée? Sur Instagram. Sur un produit, oui, voilà. Par exemple, ça peut être, je sais pas, devant moi, j'ai des lingettes multi-usages. Du 2000 €, ça peut aller du 2000 € jusqu'à 100, 200, voilà. Ouais, et toi, Kim, t'as une petite... Une centaine d'euros, moi, je parle en centaine d'euros, je pense. Alors, en milliers d'euros, moi. Tu m'as pas posé la question, mais je te donne. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Ouais. Et, alors, je vais juste vous donner l'exemple des...
Je vais juste vous donner l'exemple aux États-Unis, où le marché par contre est beaucoup plus fructueux qu'en France, où je prends l'exemple de Madame Kardashian, qui toucherait au minimum 1 million d'euros par mois juste en placement de produits sur Instagram et Twitter. C'est énorme. Donc en fait, et ici en France alors, on a le prix. Alors en France, oui, les candidats en fait, c'est essentiellement les youtubeurs et les candidats de réalité qui touchent à peu près 25 000 euros par mois. Juste en vendant en fait les mérites d'un produit. C'est mieux que d'avoir une boulangerie, ça. Non mais c'est mieux que d'avoir fait des études, limite. Ouais, grave. Ouais, tu peux le dire. Ouais. Et en fait, pourquoi ça concerne essentiellement ces personnes-là, c'est parce qu'ils totalisent tout simplement le plus grand nombre de followers, donc ils peuvent toucher davantage de personnes et donc recevoir en fait selon leur nombre de followers. Par exemple, celle qui en France touche le plus d'argent, c'est Nabila. Ouais, forcément. Ouais. Donc Nabila, exactement. En fait, plus t'es stupide et plus tu gagnes de l'argent. Franchement, c'est un peu ça. C'est un nouveau business, ça. Faut pas dire qu'elle est stupide. Ça n'a rien à voir, Jean-Marc, calme-toi. N'importe quoi, là, Jean-Marc. T'as pas un bip, là, un délire, là? Si, attends, pardon. C'est abusé, là. Le buzzer. Voilà. Ouais, et en plus de ça, les marques, elles peuvent savoir, en fait, qui achètent leurs produits grâce à l'aide d'un code promo personnalisé. Ah oui. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, par exemple, je sais pas, tu vas sur un site, elle fait vachement des pubs pour un thé. Donc, t'as le code promo, je sais pas, je dis au hasard, Nabila 15. Donc, la marque sait pertinemment, en fait, quel client a acheté selon voilà. Mais il y a toujours un parce que ça reste un avis tranché. Ces produits justement miraculeux qui vous font mincir ou blanchir les dents comme si vous vous étiez tartiné de Tipex en fait, peuvent mettre votre santé en danger en fait. Carrément. Donc parce qu'il y a beaucoup de ces candidats, et je trouve ça complètement débile, qui n'utilisent pas eux-mêmes leurs produits. Donc en fait, ils vont juste faire un copier-coller et monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas les moutons vont suivre, vont acheter et vont mettre en péril leur santé. C'est déjà arrivé en fait avec des masques pour la peau, c'est arrivé avec une des youtubeuses, Enjoy Phoenix, qui avait essayé un masque à base de charbon mais qui avait mal utilisé son masque. Du coup, en fait, ça avait fait des répercussions sur certaines de ses followers. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve donc à en faire une utilisation dangereuse, mais ça en fait tout le monde s'en fiche tant qu'il est question de vouloir ressembler à ses célébrités préférées ou encore de se faire de l'argent en un seul clic. Donc la question c'est quand est-ce qu'on arrêtera de faire les moutons? Ouais, la question est posée. Voilà. Jamais, Amina, ça peut te rassurer. Ouais, mais c'est triste. Ouais, va arrêter d'être pessimiste. Pourquoi pas? Nous allons éduquer nos enfants. Nous ferons tout pour que nos enfants ne fassent pas. Mais moi, je fais pas partie de cette génération. Non, mais moi, je fais pas partie de cette génération-là. Mais j'ai un frère de 11 ans. Et quand je vois un peu ses potes, ces trucs comme ça, et je me pose la question, je me dis, c'est inquiétant parce que tout le monde est branché, tout le monde veut faire comme un tel, tout le monde suit un tel, tout le monde veut avoir la même marque de thé qu'un tel. Mais en fait, je pense qu'on peut résumer sur l'idée, c'est l'abrutissement. C'est-à-dire plus les gens sont abrutis par c'est un effet de masse. C'est par l'importance et de consommation. Il suffit, comme tu as dit, leurs stars ou les gens, les précepteurs, donc les leaders d'opinion, ils affichent quelque chose qu'ils n'étestent même pas sur eux pour que ça soit vendu. Exactement. Et ça fonctionne. C'est l'image de marque. Mais en fait, il faut être suffisamment abruti pour suivre. Lobotomisation. Donc, quand tu parles, Jean-Marc, d'éducation, il y a un boulot. Mais si, mais on peut la lobotomisation. Moi, j'ai vu déjà des enfants à qui, j'ai même fait une fois à qui je voulais offrir un truc de marque pour me la raconter. Elle m'a dit, je suis pas un panneau publicitaire. Oh, c'est bien. Ouais, ça c'est. Hakim Rahal, tu vas nous parler de quoi maintenant? Alors moi c'est sur les législatives. Eh bien on t'écoute. Donc voilà, c'est un petit avis tranché. On en parlait il y a quelque temps de cette nécessité d'émancipation de la part des Français issus de la décolonisation, héritiers de la colonisation. Donc ces citoyens français qui s'organisent un peu partout en France, des listes qui se créent, des personnes qui travaillent sur des sujets politiques, qui briguent des mandats afin de participer à la décision, politique et au changement de la société avec les idées qu'ils peuvent apporter. Je trouve ça très encourageant, très positif, et je remarque à chaque élection, surtout au niveau local, donc les municipales viendront, que ce soit des législatives et municipales surtout, eh bien il y a de plus en plus de listes
menée par des Français, des citoyens français fiers d'appartenir à la France, conscients de leur histoire et issus justement de cet héritage colonial. Et alors, la question en fait à laquelle je pensais, c'est ce mouvement de Français de plus en plus qui prennent de plus en plus conscience de la nécessité de participer à la décision politique. Va-t-il perdurer ou bien y aura-t-il une OPA qui va se faire dessus? Et là j'ai pensé justement en posant cette question, je me suis dit bah tiens, c'est peut-être ce qu'il a fait Emmanuel Macron finalement. Alors lui a une sphère beaucoup plus importante, donc c'est la présidentielle, où et donc sa candidature elle a été fulgurante, elle a transpercé tous les partis politiques traditionnels pour se présenter comme un candidat du terrain, comme un candidat atypique, le plus jeune, et dans les listes des candidats avec l'étiquette En Marche, il y a énormément justement de ces Français issus de ces citoyens français issus de la colonisation. Alors là je me dis quoi? Est-ce que toutes ces listes qu'on voit aujourd'hui qui se sont mis en avant, tous ces candidats qui sont mis en avant, seront-ils suffisamment conscients pour ne pas se faire avaler par les mouvements tels que Emmanuel Macron ou encore les tentatives des partis traditionnels en perte de vitesse qui sont en train de se réformer, hein, comme on attend à la rentrée, je crois, un nouveau mouvement que Benoît Hamon va lancer. Est-ce qu'ils seront suffisamment conscients, suffisamment forts pour faire perdurer justement ces candidatures politiques? Voilà. Encore une fois, la prochaine étape d'émancipation des Français issus de la colonisation, c'est bien la participation au pouvoir, à la décision politique. Il faut absolument rentrer à l'Assemblée nationale pour participer pleinement à sa citoyenneté et marquer le coup de l'émancipation. Voilà. Merci Hakim Ral. Si un de vous deux souhaite commenter, n'hésitez pas. Juste dans un instant, le j'aime ou j'aime pas et notre nouvel invité, le troisième concernant les législatives pour aujourd'hui. Moi Mehdi Yafa, 17e circonscription de Paris, 18e arrondissement. D'accord, 17e. Ouais. Très bien. On l'aura dans un instant donc sur Elle regroupe combien d'arrondissements? Alors là, je saurais pas te le dire, mais là j'ai le papier entre les mains, je saurais pas te le dire. Mais tu as l'écran devant toi, tu pourrais chercher, je pense. Bon, c'est le député où il y a ton commerce, c'est ça? Oui, on est dans le quartier, ouais. Oh, ça fait du clientélisme tout ça. N'importe quoi. Oh là là, quel mauvais soin. Ça va pas du tout, Jean-Marc. Ça c'est les effets du socialisme. Voilà, il a été trop longtemps au Parti Socialiste. Ah, ça laisse des traces, des conséquences. Tu vois ce dont je suis victime, tu le seras avec Mélenchon. Oh mais c'est une catastrophe. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Amina Kalash qui a passé le test Hakim Ral. C'est ça, est-ce que je l'ai réussi? Mais tu l'as réussi, mais grave. T'as vu Jean-Marc? Oh la main. Jean-Marc, t'as vu? Oh la main. Par contre, Jean-Marc, il a pas trop réussi, Jean-Marc. Hein. Jean-Marc, il a du boulot. T'as vu comment il fait Hakim? Il fait passer le test et alors il lui pose des questions. Alors qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Pourquoi ça? Alors pourquoi ça? Mais alors non, pas on fait connaissance. C'est comme avec toi, Christophe. Bah oui. Ça commence comme ça et puis à la fin. Direct. Alors, je rappelle la question du jour évidemment. Plus de 130 imams, voire même 200 maintenant, qui refusent de faire la prière funéraire sur les terroristes. Qu'en pensez-vous? Vous nous donnez votre avis sur la page Facebook et vous êtes quelques-uns donc à nous donner votre avis à l'image de Jamel qui nous dit en plus il mérite de les brûler, les attacher dans un missile et les envoyer vers la mer. Bon, très bien, ça c'est Jamel qui est un peu violent en cette période de Ramadan. Il a des idées de feux d'artifice. Voilà. Et un autre Jamel nous dit ils ont raison parce que ces microbes-là ne sont pas musulmans. L'islam c'est pas tueur, ce n'est pas tuer les gens sans raison. C'est ce que nous dit Jamel. Puis tiens, dernier pour la route, Fatih qui nous dit je suppose qu'ils doivent avoir leur raison, nul ne peut en juger. Voilà pour ce qui est de ces commentaires très nombreux Christophe, à cette question du jour. Si on peut ajouter une petite information, si je peux me permettre. Quelqu'un qui découvre comme ça, il dit bah attends, c'est des terroristes, c'est des musulmans, pourquoi ils prient pas sur eux leur imam, il fallait intervenir avant et les laisser faire et tout. Bah en fait, tout simplement parce qu'on a dans le Coran un verset qui est très important. C'est celui qui tue une âme, un homme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve un homme, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Exact. À partir de là,
je pense, c'est un verset. Et là, c'est pas une parole du prophète, c'est une parole divine. Donc, c'est la première source de religion pour les musulmans. Ouais. Eh ben, ces individus soi-disant, enfin, je sais même pas c'est quoi l'identité des gens qui ont perpétré cet acte. On le sait pas. C'est juste des gens qu'on a accusés. Bref. À partir de là, ils s'en désavouent totalement, les imams. Personnellement, je suis dans la démarche. Moi, je suis complètement la démarche. En tout cas, vous continuez de nous donner votre avis sur la page Facebook France Maghreb 2. C'est bizarre, j'arrive bien à parler après 21h55. C'est bizarre, hein. Ouais. Non, je sais pas. Sans commentaire. Sans commentaire. Alors, avant de passer au j'aime ou j'aime pas, on va accueillir un nouveau candidat pour cette élection présidentielle, mon cher ami Hakim. On va dans la 17e circonscription de Paris. Voilà, 18e arrondissement notamment. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Alors allez-y, présentez-vous un petit peu aux auditeurs, qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer à titre d'ailleurs indépendant dans cette élection législative? Alors je suis Mohamed Yafa, je suis un enfant donc des 18e, j'ai grandi dans le quartier de la Goutte d'Or, j'ai fait toutes mes classes jusqu'au collège avant de me retrouver dans la Sarthe en sport-études football. Sinon, dans mon activité professionnelle, donc je suis formateur, je fais de la com et je suis réalisateur de films également, notamment des films documentaires. J'ai fait dernièrement un film documentaire sur la lutte contre le paludisme. J'ai fait un film sociétal qui a également été diffusé sur Arte qui s'appelait Au Bled. Là, je suis sur un nouveau projet de film documentaire qui va être produit par Canal+ sur les coiffures de footballeurs, voilà, etc., pour l'actualité. Et donc, j'ai décidé de m'engager parce qu'il y avait un manque criant de représentativité, donc des jeunes issus des quartiers ou entre guillemets, si on peut dire comme ça, des minorités visibles. Et donc, de ce fait, je me suis dit, il y a un renouveau qui est en train de se passer, mais même dans ce renouveau, finalement, les gens des quartiers ne sont pas représentés. Et puis, il y a un truc extrêmement grave, moi, qui m'a choqué durant toute la durée de cette élection présidentielle, c'est qu'on n'a pas parlé des quartiers, quoi. On avait l'impression que les quartiers n'existaient pas. Et donc, tout ça a fait en sorte que je dépose ma candidature dans la 17e circonscription qui correspond au 18e et au 19e arrondissement. D'accord. C'est pas que le 18e arrondissement, puisque c'est une circonscription qui part de Barbès, qui va jusqu'à la Porte des Poissonniers, Porte d'Aubervilliers, qui rejoint l'avenue Jean Jaurès et qui va presque même jusqu'à Colonel Fabien pour revenir à Barbès. Donc ça vous donne à peu près le spectre. Ma question est la suivante. De ce que ça représente en termes de quartier. Quand on est un candidat indépendant, est-ce que ça représente quand même un certain coût de faire campagne quand on est candidat? Évidemment, aujourd'hui, une campagne à minima comme la mienne, on est aux alentours de 3 000 euros. Voilà. Mais les gros candidats, ils tournent autour de 10, 15, je dirais même certains 20 000 euros. Mais effectivement, c'est un coût financier. Heureusement que j'ai fait un appel aux dons. Il y a pas mal de gens qui répondent justement à cet appel aux dons. Voilà, mais c'est des dons en minima. Hein. Moi, mes dons, ça tourne autour de 10 euros, 20 euros, 50 euros maximum. J'ai pas, comme certains, les grands mécènes habituels qui peuvent aller... à l'époque, ça allait jusqu'à 7500, mais je crois que maintenant c'est limité à environ 4000 euros. Donc voilà. Donc c'est un coût à la fois financier et c'est un coût en termes de moyens humains parce que quand vous êtes un petit candidat, il faut effectivement s'occuper du tractage, il faut s'occuper vous-même de l'affichage, etc., etc. Donc vous êtes à peu près 24/24 sur le terrain, quoi. Quelle est la mesure que vous souhaitez en priorité amener à l'Assemblée nationale si toutefois vous êtes élu député? Alors moi, ma priorité c'est l'éducation. Alors je sais que le président de la République l'a mis dans son programme, mais voilà, il va falloir qu'il le respecte. Et justement, c'est pour des gens comme nous qui ont ces problématiques liées à l'éducation, liées à l'orientation scolaire, parce que pour moi, l'école c'est le début de tout, c'est le commencement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'égalité, même à la sortie de l'école, ça veut dire que finalement ça crée un problème, ça crée une distorsion dans la société qui fait que il y a un certain point de la société qui se retrouve dans des orientations qui sont je dirais négatives, assez néfastes, puisque finalement c'est des orientations qui servent à rien, et de l'autre côté vous avez un système élitiste qui permet à un autre point de la société de pouvoir accéder à certains types d'emplois, à certains types de milieux, etc., etc. Et ma première mesure, ça concerne l'éducation. Bien évidemment, dans les zones, notamment les zones d'éducation prioritaire, pour moi, c'est 20 élèves par classe maximum. C'est assurer la mobilité sociale de nos quartiers avec une orientation scolaire juste.
Et l'emploi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je pars sur le principe où il ne peut pas y avoir de justice sociale sans justice économique. Une question peut-être de Jean-Marc, Hakim ou Amina qui sont avec nous cet après-midi en plateau. Moi j'ai une question, Mohamedi Yafa, déjà merci pour et félicitations pour votre candidature. La question, elle concerne, pour être un peu pragmatique, même beaucoup, l'annonce qui augmente à chaque fois des taux d'abstentionnisme. Tout à fait. C'est finalement pour les candidats, c'est-à-dire indépendants ou qui se lancent comme ça dans des listes citoyennes et non pas dans des candidats qui profitent de tous les avantages et les circuits, les réseaux des partis traditionnels. Les candidats comme toi, en fait, ils sont confrontés à un problème qui est fondamental, hein, c'est l'abstentionnisme. Ainsi, le travail, et on n'en doute pas, hein, je pense nos auditeurs également, on doute pas qu'en fait il y a un grand effort à faire en direction des citoyens français qui ne vont pas voter, qui s'abstiennent, alors qu'ils ont le pouvoir de changer. Ainsi, par rapport aux résultats, pas forcément énorme qu'un candidat comme toi pourra faire. Ne faut-il pas dès maintenant inclure dans la durée cette prise de conscience politique et travailler aujourd'hui pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Alors moi, pour vous rassurer, cette prise de conscience politique, elle date pas de maintenant. J'avais déjà fait une première tentative, dans la 19e circonscription, c'était en 2002. À l'époque, on avait reçu le choc où Jospin n'était pas passé au second tour. Et par la suite, j'ai milité pour d'autres candidats issus de la diversité ou issus des quartiers dans différentes circonscriptions qui n'étaient pas forcément la mienne. C'était à Montreuil, c'était à Villers-le-Bel, etc., etc. Mais cette confrontation au taux d'abstentéisme, justement. Alors là, cette réalité. Elle est réelle parce que il faut savoir que le député sortant a été élu avec 51,7% de taux d'abstention. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que plus de la moitié de la circonscription, ce qui correspond à 28 000 personnes, n'ont pas été votées. On l'explique comment. 1, les quartiers ne se sentent pas concernés par les élections législatives. Et voilà. 2, la majeure partie des jeunes, ne savent même pas qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Donc ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent la démarche, etc. Alors que certains, notamment ceux qui ont passé leur service, leur journée de service militaire là, sont inscrits automatiquement. Donc c'est une prise de conscience, collective. Et moi, mon combat aujourd'hui, je le connais, hein, il est simple, c'est d'aller chercher sur ces 51%, c'est d'aller chercher 15 à 20 points. D'accord. Voilà, des taux d'abstentionnisme. Jean-Marc. Alors, on pourrait vous définir plutôt de droite, plutôt de gauche? Moi, je suis centre-gauche, moi. Vous êtes centre-gauche. Ah, là, c'est de la position. On aime bien les candidats comme ça. Et voilà, c'est clair. Non, moi, je suis centre-gauche. À un moment donné, il faut pas se cacher. C'est quoi centre-gauche? Ça veut dire quoi? Je suis ça, je suis pas ça. Non. Moi, j'ai des idées centre-gauche, je suis progressiste, j'ai pas des idées d'extrême-gauche. Voilà, non, loin de là. Vous êtes plus Hamon que Mélenchon, quoi. Moi, la question de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le slogan, pas de justice sociale sans justice économique. Il faut des patrons dans les quartiers, ils en font de plus en plus. Et il faut également des grands patrons, il faut des hauts fonctionnaires, etc., etc. Alors, c'est comme ça qu'on dernière question. La fracture sociale. Pourquoi il faut voter pour vous le 11 juin prochain? Pourquoi il faut voter pour moi? Parce que je pense que je suis un vrai représentant de ces quartiers populaires, et de ces zones justement où il ne se passe rien, où il n'y a pas de moyens, etc. Et qui mieux que moi, étant issu réellement de ces quartiers-là, peut porter notre parole au sein de l'hémicycle pour pouvoir défendre nos positions. Nos positions, elles sont énormes. Je dis pas que je vais régler les solutions, mais au moins je défendrai certaines positions. Et puis je pars sur le principe que la politique de la chaise vide, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, quand ils sont entre eux, il y a un temps, c'était plutôt les énarques. Aujourd'hui, c'est HEC, et on le voit avec les listes Macron, c'est HEC, les SEC, etc. Donc à un moment donné,
quand il y a une pensée unique, où il y a un seul type de corporation dans un hémicycle, bah vous imaginez qu'ils vont pas penser aux autres. Bon courage et surtout bonne chance à vous. Merci Mohamedi Yafa. Dans le 18e, bonne réussite. Dans la 18e circonscription et passez prendre un petit croissant à la boulangerie de chez Hakim. Hein. Brillage de Barbès. Bah voilà, je ne rajouterai rien car ce sera mal interprété. Sur FB, sur mon Facebook, Mamsiafa 2017, donc c'est www.fb.com, Mamsiafa 2017 et voilà. Merci. Je répondrai également à toutes les autres questions. Merci à vous. Merci à vous et bon courage pour cette élection. Allez, les amis, là, moi j'ai entendu de la fraîcheur dans mes oreilles. Là, j'ai parlé à un candidat qui a des vraies positions. Et il parle concrètement, il n'y a pas de blabla. Moi, j'aime les candidats issus du terrain. Voilà. Allez, on enchaîne avec aussi les bonnes questions. J'aime ou j'aime pas tout de suite sur France Maghreb 2. On va faire vite parce qu'on est pris par le temps. Hein. Allez, on y va. Amina, Hakim et Jean-Marc. Tiens, Jean-Marc, j'aime pas Jean-Marc. Selon la presse marocaine, Emmanuel Macron pourrait venir en voyage officiel au Maroc les 14 et 15 juin prochains. Donc le premier voyage au Maghreb serait le Maroc pour on n'aime pas. Pourquoi? On n'aime pas parce qu'on n'aime pas. Pourquoi pas la Tunisie? Moi j'aime bien. Ouais. Pourquoi pas l'Algérie? Moi j'aime bien en tant que Français, maghrébin que le président français va au Maghreb. Et pourquoi pas Mauritanie? Voilà. Amina? C'est plus intelligent ce qu'il a dit. Qui Hakim? Ouais. TPMP, vous connaissez l'émission de Cyril Hanouna? Ouais. L'émission, a été durement sanctionnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Il était temps. Une sanction d'ailleurs qui, on peut remonter à peu près à 25-30 ans pour avoir une telle décision. Je vous explique. Ouais. Pendant 3 semaines, pas de diffusion pub pendant l'émission, mais ça ne s'arrête pas là. Ouais. Un quart d'heure avant et un quart d'heure après aussi. D'accord, Donc, ça veut dire que là, les annonceurs, ils vont pas être intéressés par. Non, ça veut dire que les annonceurs, non seulement ne vont pas être intéressés, mais ne pourront pas être diffusés. Pas de pub pendant l'émission, et ce pendant 3 semaines. Mais l'émission, elle a toujours lieu. L'émission a toujours lieu. Qu'est-ce qu'on sent? Et pas de pub un quart d'heure avant et pas de pub un quart d'heure après, sachant que l'émission se termine à 20h. Franchement, Christophe, alors pour le moi j'aime pas, et moi je trouve que ça lui fait une pub mais extraordinaire. Ouais. Franchement, tout le monde, bah oui. Voilà. C'est enfin bon. Je vais pas pleurer pour Hanouna quoi. Non mais c'est pas que Hanouna, c'est la chaîne. Non, c'est l'émission. La chaîne. Humainement, c'est autre chose. Mais la qualité de l'émission, c'est abrutissant. C'est abrutissant à outrance. Ils ont joué. Tiens, dans le j'aime ou j'aime pas, j'ai législative, un certain nombre de candidats revendiquent une investiture En Marche alors que en fait ils ne l'ont pas. Ah bon? Oui. Mais comme ils sont quelques-uns, notamment Savoie, dans d'autres, voilà. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a quelques-uns qui effectivement revendiquent cette étiquette, cette investiture alors qu'ils ne l'ont pas. Ils sont pas réveillés un matin de dire je vais être ça alors qu'ils le sont pas. C'est qu'il y a une histoire derrière. Ils l'étaient après. C'est vendeur. Oui, peut-être. Enfin bref. Pas. On n'aime pas cette attitude, pas du tout. On n'aime pas. Bon. Non. On n'aime pas. On déteste. Amal Bentoussi. Pas la véracité. Amal Bentoussi, vous connaissez? Oui. Fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine, a été placée en garde à vue hier soir pour avoir filmé une interpellation policière. Je vous rassure, elle a été relâchée, mais elle a été violentée. Ça s'est passé à Meaux, au sein du commissariat de Meaux, la ville où elle est née d'ailleurs. Ça va lui donner que plus de force et de détermination dans son combat pour lutter pour dénoncer les violences policières et les bavures. Et sur quel motif qu'elle a été arrêtée? Parce qu'elle filmait. Est-ce que c'est illégal? Mais est-ce que c'est illégal de filmer sur la place publique? Une interpellation policière. Bon, ce n'est que policière, donc il n'y a pas de suite. Bon, qu'elle continue le combat et puis bon, avec elle. Ça, elle va pas t'attendre, Jean-Marc. Je te rassure pour que. Oui, mais c'est toujours bon d'encourager. On aime ça, Christophe. On aime et c'est toujours encourageant. Enfin, on n'aime pas. On aime Amal Bentoussi. On n'aime pas son interpellation. Et son interpellation, on n'aime pas. Ouais. La représentante américaine à l'ONU s'engage à défendre Israël. On n'aime pas. Défendre Israël? Oui. C'est tout, juste ça? Oui. La représentatrice américaine à l'ONU s'engage à défendre Israël. À nouveau, c'est comme d'hab. Ouais. On n'aime pas. Alors que l'ONU lui-même, il n'y a pas besoin d'elle sanctionne pour pouvoir continuer sur la file qui sont de toujours défendre Israël. Voilà, il n'y a pas besoin de sa déclaration. Un dernier petit truc dans le j'aime ou j'aime pas. France, ambassadeur en poste à Alger, Bernard Rémier est nommé patron de la DGSE. Alors, l'ancien ambassadeur, c'est lui Et Bernard Rémier, qui est toujours en poste à Alger, a été nommé patron de la DGSE. Exactement. Qu'est-ce que... Double poste.
c'est ça? Non, pas double poste. Non, il va quitter son poste. Il va quitter son poste. Il était ambassadeur de France à Alger. Il devient patron de la DGSE. Ça veut dire on aime pas. C'est-à-dire il a fait un stage en Algérie et maintenant il a le niveau suffisant pour être à la DGSE. Peut-être. C'est sympa. Ouais. Bon, voilà. Ok, d'accord. Ça peut être le contraire aussi. Il y a de quoi faire. Il a espionné et ensuite après. Il a espionné. Il va ramener les infos. Il va être. Tant mieux pour lui. Depuis 1802, la France elle espionne le Maghreb et l'Afrique. C'est pas nouveau. Voilà, toc, Jean-Marc, ok. Attention, tu sors pas des histoires comme ça parce que Hakim il a de quoi te répondre. Hein. Les dates et tout. Vas-y, je suis prêt. Ouais. On y va. C'est un combat de coq depuis tout à l'heure là. Ah non mais t'as rien vu encore. En plus moi je suis entre les deux. Comment ça se passe quand vous partez au Talawir ensemble? Est-ce que vous crachez comme ça? Pas du tout, jamais. C'est l'amour fou. Clasher, pardon. C'est l'amour fou. Mais clasher. C'est l'amour fou avec Jean-Marc. Tiens, vous allez sûrement suivre ce qui va se passer cette nuit. Eux, en tout cas, ils sont nombreux devant les écrans de télévision dans quelques heures, puisque les principales chaînes aux États-Unis retransmettent l'événement. Les Américains qui attendent la version de James Comey, l'homme qui défie Donald Trump après avoir été démis de ses fonctions à la tête du FBI. Et alors que les révélations s'enchaînent sur les ingérences russes, le président a-t-il tenté d'étouffer l'affaire James Comey? On dira en tout cas sans doute un peu plus lors de cette audition publique devant le Congrès dans un climat ultra tendu. Est-ce que vous pensez clairement que Donald Trump pourrait être destitué avant la fin de son mandat? Il y a de fortes chances. Ça serait une première histoire, ça, non? Non, ce sera pas. Un président américain a été destitué? Bien sûr. À cause d'une affaire? Bien sûr. Qui? Comment il s'appelait? La moderne là, dans les temps modernes? Non, oui, il a raison. Il y a un président qui a été impeach. D'accord. Mais ça va mettre du temps. Hein. Si toutefois il est impeach, ça va mettre au moins 2 ans. Impeachment, ouais. Donc 2 ans, à la fin, il risque de ne pas. En fait, il y a les possibilités qu'il le soit, mais juridiquement parlant, il pourrait jouer un petit peu avec les délais, qui fait que. Mais en tout cas, c'est minimum. Mais qui prendrait sa place? Minimum 2 ans. Le vice-président. Le vice-président. D'accord. Voilà. Donc ça peut faire assez. Il a nommé. Amina, ça te passionne toi toute cette histoire autour de Donald Trump, de ses affaires, de ses manipulations? Donald Trump est plus un homme d'affaires qu'un président, hein, d'ailleurs. Ah totalement. Et puis c'est donc, plus un guignol qui fait son spectacle et voilà. Ah bah c'est un guignol tête du premier pays des gendarmes de la planète. Hein. Non mais c'est vrai, un guignol peut-être oui. Enfin c'est plutôt une marionnette. Bah, c'est sûr qu'il y a une administration qui gère un pays. C'est pas, tout ne repose pas sur les épaules d'un homme, sauf quand c'est un grand chef d'État comme on l'a connu. Mais il reste quand même la façade, le représentant. Voilà. Et puis il a des manières. La politique n'est pas faite par les présidents. Bien sûr, c'est pas les présidents qui décident. Allez, on va, messieurs, dames, terminer avec les coups de cœur de Hakim et de Amina sur France Maghreb 2. C'est parti. Jingle, coup de cœur pour ce jeudi. France Maghreb 2. Le coup de cœur. On commence évidemment avec Amina. Justement, c'est un coup de cœur pour un véritable homme politique. Ah bon? Génial. C'est qui? C'est Justin Trudeau. Ah oui, le ministre canadien. Oui, qui est pour moi un exemple de tolérance. Donc à 45 ans, justement, Justin Trudeau est l'homme le plus cool et le plus peace de la planète. Rien que ça. Premier ministre libéral du Canada depuis le 4 novembre 2015, il rompt avec la politique conservatrice de son prédécesseur. Au sein du gouvernement Trudeau, les mots d'ordre sont égalité, liberté, fraternité. Justin Trudeau est pour l'accueil des réfugiés, indépendamment de leur foi. Une déclaration qui justement avait fait suite à la proposition d'interdiction de territoire des musulmans par Donald Trump. Il suit donc, contrairement à ce dernier, une diplomatie de l'apaisement. Il se positionne également en défenseur des libertés civiles où la justice sociale est renforcée. Dernièrement, il a même mis fin à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Pour lui, on ne choisit pas entre les bons et les mauvais Canadiens. Et pour ceux qui rêvent justement de devenir canadiens, la demande de naturalisation est écourtée à 3 ans, contre 4 ans pour les résidents permanents. Il a également un fort attachement au respect de l'individualité, quel que soit son sexe, son origine ou sa religion. Dernièrement, il s'est déclaré pour le port du burkini, comme pour le droit des LGBT. Donc pour lui, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où chacun se respecte. Il a même dernièrement, et j'ai trouvé ça, que c'était une très belle image, qu'on ne voyait pas assez souvent, il a dernièrement rompu le jeûne justement avec les membres musulmans de son gouvernement. Donc il a, je sais pas s'il a fait, le jeûne la journée, mais en tout cas il a tenu à
à deviner et à rompre le jeûne avec eux. Et c'est justement il tient un discours rare dans une société dite ouverte où le fait d'accepter l'autre est de moins en moins effectif. Qui plus est, il a la fibre écolo, il prend un virage vert et promet de réduire le gaz à effet de serre, de mettre en place une taxe carbone d'ici 2018 et d'investir dans les transports collectifs. Jeune et accessible, c'est aussi le roi des réseaux sociaux. On appelle même ça le phénomène de la Trudeaumania. Donc la toile s'emballe à chacune de ses publications, lorsqu'il prend la pose avec des bébés pandas aux eaux de Toronto, ou bien lorsqu'il s'amuse à faire des pompes avec une seule main, attention, hein. Je vous l'avais dit, Trudeau. Jean-Marc n'est pas capable de le faire. Continue. Ouais, vas-y, ne te laisse pas perturber. Je vous l'avais dit, Trudeau, l'homme politique le plus cool du monde. Il est d'ailleurs toujours aussi populaire, même 1 an et demi après sa prise de fonction. Dernièrement, il y a même eu Marvel, c'était en décembre 2016, qui lui a consacré un comic où il est un super-héros armé de ses gants de boxe dans un ring. Pour finir, je rejoins simplement une phrase qui est assez récurrente chez lui: la diversité fait notre force. Merci, Amina. Sera-t-il réélu? Depuis, la question. Oui, bien sûr. Depuis, monsieur Faux, depuis que vous m'avez battu au billard, vous avez le melon. Ah oui, bah ça, je vous ai battu. Et vous savez que je suis le seul mec qui est capable de mettre deux boules en même temps. Hein, dans oui. Ouais. Donc. Par contre, Hakim, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton coup de cœur, à mon avis, va passer à l'as. Hein. Bon, alors, concernant nouvelle pour les auditeurs. Concernant l'impeach. Non, on s'en fout. 2 minutes, c'est important. Ouais. Oui, c'est important, les auditeurs quand même. Faut pas les laisser dans le doute. Nixon, en fait, avant d'avoir la procédure qui était mise en application, il a démissionné avant, en fait. Et concernant en 74, non, mais il allait l'être. Donc c'est pareil, il peut faire trompe. S'il sait qu'il va être impeach, il peut démissionner avant. Et en fait, tout le monde est impeach, c'est-à-dire y compris le vice-président, y compris tous les hauts fonctionnaires. Très bien. Hakim, juste tu nous donnes le titre, on l'écoutera la semaine prochaine, c'est promis. C'est sur la série L'enjeu du gaz pour le Qatar. C'est vraiment à voir. C'est vraiment à voir parce que c'est 4 minutes excellentissime. Absolument, parce que vous allez comprendre tout l'enjeu stratégique de ce conflit. Énergétique surtout. Énergétique, pas bien tant sûr. que ça, puisqu'on le voit pas. C'est énergétique. dommage, hein. Quoi, tu le vois pas? Bah, on n'entend rien, on voit pas, on était venu pour le coup de cœur, les auditeurs se sont assis pour écouter le coup de cœur d'Hakim, en fait, se il sont punit affalés. pour ton retard. Et puis là, t'es puni. Non, c'est pas, moi je m'appelle pas Jean-Marc, hein. C'est le temps. C'est le temps, c'est pas grave. Bon, allez au Talaouir, tous les deux, ça vous fera du bien, vous allez voir. Merci à vous deux, à vous trois même. Merci beaucoup, Amina. Merci Christophe, merci les auditeurs, merci Amina. Merci Christophe, merci Jean-Marc. Au moins une fois, ça te fera. T'as réussi à passer le baptême de l'air avec Hakim et Jean-Marc, c'est bon, t'es intégré dans l'équipe. Super. Et elle a choisi son camp en plus, c'est ce qui est formidable. Elle a choisi personne du tout, absolument pas. Bajrafil Mohamed, l'imam Bajrafil sera avec nous dans un instant pour l'émission Parler Islam.